chance d'avoir, il y a 3 jours, je crois, le temps passe mercredi, voilà. Professeur de philosophie, qui habite à Genève, et qui donc a à la fois un regard philosophique, puis quand même très singulièrement appliqué aussi aux questions bioéthiques, et puis avec un côté aussi transculturel qui parfois est intéressant. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez... Moi j'ai l'impression de me retrouver ce matin un peu comme... Vous savez ce que c'est qu'un groupe Balint ou pas? Un groupe Balint, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être, est-ce que vous, monsieur Berlavacci, non? Balint était un psychiatre, et c'est lui qui a organisé ce qu'on appelle les groupes Balint. Alors moi je suis pas psychiatre, hein, mais les groupes Balint, ce sont des groupes de parole, le plus souvent entre psychiatres, pour ensuite débriefer un petit peu des différentes situations cliniques que chacun d'entre nous a rencontrées, pour justement démêler un petit peu. Et puis bon, pour les psychiatres, c'est surtout pour trouver la bonne distance, analyser ce qui est de l'ordre du transfert, etc. Et moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que la dernière conférence qu'on a eue hier était quand même assez singulière, assez particulière. On a discuté du corps des animaux, et c'est vrai qu'au forum, c'est la première fois qu'on abordait cette question-là. Et c'était intéressant, mais je ne vous cache pas qu'après avoir fait l'expérimentation humaine avec l'exemple du professeur Hirt à Strasbourg, après avoir fait le corps sacré, voilà, se retrouver à discuter avec des personnes très intéressantes au demeurant qui mettent à peu près au même niveau l'homme et l'animal, ça chamboule un peu la vision des choses qu'on peut avoir. Donc c'est important de pouvoir être chamboulé, c'est aussi important de pouvoir de pouvoir pointer parfois quelques insuffisances dans certains discours, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on ne ressort pas tout à fait indemne, et on a fait rentrer dans la bioéthique quelque chose qui semble important, la question du corps de l'animal, la question de l'animal. On l'a pas tellement fait encore les années précédentes, parce que c'est vrai que la bioéthique, on a toujours tendance à parler de l'être humain, et c'est le cœur de notre intérêt. Mais c'est vrai qu'à la fois l'animal, mais même également l'environnement, sont des questions qui appartiennent aussi au champ d'étude de la bioéthique. Oui, effectivement. Bon, c'est un sujet que je connais relativement bien, parce que j'ai fait partie pendant 12 ans d'une commission sur l'expérimentation animale, donc en Suisse des académies des sciences, et puis j'ai publié un certain nombre de choses sur l'éthique animale. Mais c'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu surprenant, mais d'un autre côté, bon, les animaux sont des êtres vivants qui ont des capacités mentales. Enfin bon, si on prend des animaux, comme dit Tom Regan, quelqu'un qui signalait hier, qui était un des fers de lance alors c'était pas un antispéciste au sens classique du terme, vous savez, il y a toutes sortes de chapelles aussi, hein, entre eux, qui vient de mourir d'ailleurs, mais qui était un excellent philosophe, et dont le bouquin qui s'appelle The Case for Animal Rights, qui était traduit en français, je ne sais pas quel est le titre, est de 1984. Donc vous voyez, c'est déjà Singer, c'est 1979, donc c'est quand même déjà relativement ancien. Et effectivement, il pose la question, mais dans le fond, ce qu'on appelle le statut moral. On se demande, par exemple, vis-à-vis de l'être humain, comment doit-on traiter l'être humain? Quel est son statut moral? Quelle est sa place dans la morale? Pour l'animal, on peut faire la même chose. L'animal, on sait que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas le traiter comme on veut. Kant avait dit, c'est le XVIIIe siècle, hein, que les animaux sont des choses dont on peut user à sa guise. Hein. Il disait quand même, il faut tout de suite, quand même, ces gens sont quand même pas des idiots complets, hein, j'entends, ni des individus cruels. Il disait quand même que les mauvais traitements aux animaux sont immoraux, mais pas parce qu'on fait du mal à l'animal, mais parce qu'on se montre cruel. Voyez, c'est en fait, on a le devoir envers soi-même et non pas envers l'animal de ne pas le maltraiter. Mais l'animal n'a aucun statut moral. Alors, ça a complètement changé au XXe siècle. On se pose toutes sortes de questions, effectivement, sur l'expérimentation animale, sur notre consommation de viande. Et comme tu le dis, il y a aussi, bien sûr, un impact environnemental. Il y en a un peu été question hier, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les pets des vaches, pour être un petit peu. Donc, c'est du méthane, et c'est un gaz à effet de serre qui est 10 fois plus à effet de serre que le CO2. Alors, c'est pas grave en soi, sauf qu'il y a tellement de bovins maintenant, que ça devient effectivement, c'est actuellement la 3e cause de réchauffement de la planète, c'est l'élevage, et ça pourrait passer à la première si on doublait la consommation. Vous voyez, il y a toutes sortes d'enjeux qui
qui sont là-dedans et qui peuvent aller même jusqu'à des retournements complets, parce que Paul Taylor, qui est un philosophe de l'environnement, a dit une fois, étant donné ce que l'on fait à l'environnement, que le seul commentaire adéquat à la disparition de l'espèce humaine serait bon débarras. Voilà. Ce qui peut paraître un peu choquant à première vue, mais évidemment, si on se met du point de vue de l'environnement, ben, on se rend compte qu'on a, donc d'une certaine manière complètement renversée, où l'éthique, la bioéthique avait au début dans l'idée de protéger l'être humain souvent contre lui-même, mais enfin contre toutes sortes de menaces, ça devait pour dire que c'est l'être humain lui-même qui est une menace. C'est vrai que c'est l'idée qui passe beaucoup aujourd'hui, hein, de dire que, et puis même, je pense qu'au-delà de la science, hein, on l'entend, moi je l'ai entendu hier, mais je l'entends régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans les émissions ou dans les livres que je lis, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu un aspect scientifique. L'aspect scientifique, c'est de dire, ben voilà, effectivement, l'impact environnemental du cheptel, si il double de la souffrance de l'animal, qui est une vérité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'animal ressent des douleurs, a une forme d'intelligence, est un animal qui parfois est social, qui peut avoir même des émotions, qui peut avoir, voilà, donc qui a des souvenirs, qui même dans certains cas très rares, peut transmettre à une génération du dessus des informations. De là à parler de culture, je pense que ce serait un bien grand mot. Donc il y a cet aspect très scientifique qui, à mon avis, correspond quand même à une forme de réalité. Et il y a un aspect qui n'est plus scientifique, dans lequel on a l'impression que Mère Nature, la Terre, est en train de vomir ce parasite que nous sommes, et que finalement, il y a quelque chose d'assez mérité dans le fait de peut-être être amené à disparaître, alors qu'on n'a jamais été aussi nombreux, mais dans toutes les menaces un peu apocalyptiques, dans tous les scénarios qu'on peut nous vendre, j'ai l'impression en tout cas que se mêle à un discours scientifique, un discours je ne saurais pas vraiment caractériser, qui est bien entendu pas directement théologique, mais qui peut-être quand même a attrait à une forme de justice, et de dire, ben voilà, il y a une justice, et cette justice supra-humaine, elle n'est pas respectée, puisque l'être humain est en train de s'octroyer des droits sur les autres animaux, c'était un peu la question d'hier, et que le fait de s'octroyer des droits sur les autres animaux, ben ça le met un peu en porte-à-faux dans tout cet univers dans lequel il est censé vivre en parfaite harmonie. Et donc ça, même si c'est pas dit, ça fait quand même intervenir quelque part une instance supérieure. Ou alors disons les mots, une intelligence supérieure, ou en tout cas quelque chose voilà, un design. Et moi, c'est peut-être parfois, quand vraiment je m'amuse, même si ça ne m'amuse pas vraiment, à essayer de décortiquer, à réfléchir ce discours, il y a un moment donné où j'adhère parfaitement, et où je suis profondément écologiste, profondément ami des animaux. Voilà, je ne rentre pas dans ma vie intime, mais voilà, je peux avoir des émotions avec des animaux, je peux partager des choses avec des animaux, ça ne me pose aucune difficulté, bien au contraire. Mais par contre, il y a un moment donné où le raisonnement, me semble-t-il, fait appel à quelque chose d'autre. Et je pense que c'est aussi le rôle de la bioéthique que de questionner ce quelque chose d'autre. Mais c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous dis, hein. C'est pour vous dire que... Non, mais je pense que si vous étiez là hier soir, la dame qui nous a parlé, il y a une dame qui nous a parlé de, ça s'appelle One Voice. Muriel Arnal. Voilà, qui nous a parlé donc en fait, on pourrait dire exploit, c'est pas le terme, mais enfin tout ce que peuvent faire les animaux. Hein. Et elle a donné toute une série de cas. Et dans le fond, sa conclusion était, nous autres, les êtres humains, nous nous sommes mis en porte-à-faux avec la nature. Il faut réintégrer la nature pour que les choses se remettre en place. Donc il y a cette idée qu'il y a une mère nature qui est bonne et que dans le fond, c'est parce qu'on a désobéi d'une certaine manière que les choses se passent mal. Et c'est ça, je dis, il y a un côté métaphysique à cette vision-là, parce que si on se place dans un paradigme darwinien, on remarque quoi? Chaque espèce maximise son avantage. C'est toujours passé comme ça. Et elle le maximise au point où elle est incapable de s'arrêter en général. Quand une espèce prend un avantage dans un environnement, elle finit par sa propre destruction d'ailleurs en général, parce qu'elle va détruire son environnement. On pourrait espérer que l'être humain ferait mieux, puisqu'on est quand même doué de raison. C'est quand même quelque chose que... manifestement, ça semble très difficile de ne pas pousser son avantage au point où on met en danger ses propres fondements. Mais la mère nature, elle n'est pas meilleure que... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Elle n'est pas meilleure que... D'abord, il n'y a pas de mère nature. Il y a un ensemble de phénomènes naturels qui se passent, dans lesquels nous sommes intégrés, où il y a de temps en temps, très souvent des équilibres, parfois des déséquilibres. Il y a eu des disparitions massives d'espèces animales, hein, déjà dans le passé, alors que nous n'étions pas là cette fois. Et donc...
Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas vraiment de solution, mais ça montre qu'il y a en fait deux conceptions, au moins deux conceptions. Il y a une conception, dans le fond, harmonieuse, presque à la Leibniz, où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, quand on obéit aux lois naturelles. Et puis une conception plus darwinienne, qui on s'est dit, non, attention, la nature, ça peut être pour le meilleur et pour le pire, c'est un ensemble d'équilibre et de déséquilibre qui coévoluent. Et puis ça pose, à mon avis, la question du bien et du mal. C'est-à-dire que la bioéthique, c'est justement d'aller donner de la couleur à quelque chose qui n'en a pas au départ, c'est-à-dire à la science, à dire, ben voilà, cette science-là, on va en dire, ben voilà, le clonage, je pense que vu la société dans laquelle nous vivons, vu nos connaissances, enfin vu la culture philosophique que l'on a, peut-être il vaudrait mieux prendre certaines précautions. Donc, la question du bien et du mal dans la bioéthique, c'est quand même quelque chose d'important, même si on n'essaye jamais d'arriver à la conclusion en disant c'est bien ou c'est mal. Mais le débat d'hier, moi, m'a fait penser que il y avait peut-être cette idée de bien et de mal sans l'être humain. Et que peut-être que de manière générale, il existe le bien et le mal, et ça pose quand même la question. Ça veut dire que s'il existe le bien et le mal en dehors de l'être humain, c'est qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui doit définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce que sinon, on pourrait se dire, si le bien, c'est le bien de l'être humain, dans le bien de l'être humain, je pense qu'il faut faire attention aux animaux, d'abord parce qu'on a une responsabilité du fait de la connaissance que l'on a sur les animaux, et puis surtout il y a de la biodiversité, et la survie même et le bien-être de l'espèce humaine va être aussi dépendante du bien-être et de la survie des espèces de la biodiversité. Mais j'avais l'impression de temps en temps que hop, on dézoomait en arrière, et que l'être humain était mis au même plan que les autres animaux, mais que vu de l'extérieur, vu du public sur la scène du théâtre, il y avait encore quelqu'un, un metteur en scène, qui était susceptible de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Effectivement. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des conceptions. On a tendance, nous les êtres humains, dès qu'il se passe quelque chose, on cherche une signification, on cherche une intention. Et il y a eu toutes sortes de dérives liées dans le passé, où effectivement, quand il y avait des phénomènes naturels comme le tremblement de terre de Lisbonne, par exemple, il fallait trouver un coupable. Et on a brûlé toute une série de personnes, parce qu'on est ainsi fait qu'on projette des intentions sur ce qui se passe. On est fait comme ça. Donc, de la même manière, dans l'état actuel de la planète, si on veut dire, il doit y avoir, ou derrière la nature, une intention, alors peut être bienveillante, malveillante, vous connaissez toute l'histoire des religions, y compris les religions manichéennes, où il y a deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal, etc. Parce qu'on a énormément de peine à se rendre compte enfin même pas à se rendre compte, mais à intégrer que dans le fond, mais il n'y a peut-être pas d'intention, c'est simplement des phénomènes qui ont lieu et qui se déroulent de cette manière-là. Donc, mais on a cette difficulté un peu partout. Je donne juste un exemple qui n'a rien à voir avec la nature. Si beaucoup de personnes pensent que, dans le fond, le libre arbitre, notre liberté est en partie une illusion et que tout est déterminé par les lois de la nature. Voilà. Bon, si vous allez à un colloque de philosophes où tout le monde pense ça, tout le monde alors va parler du déterminisme, etc. Puis vous sortez de la salle et par mégarde, vous écrasez le pied de votre voisine qui vous dit « tu n'aurais pas pu faire attention ?» Ben non, si tout est écrit, on n'a pas pu faire attention. On est incapable, même si intellectuellement on est persuadé d'une thèse métaphysique de ce genre-là, mais dans la vie de nos jours, enfin dans la vie courante, on a des réactions quasi automatiques qui, dans le fond, de certaine manière, démentent nos propres théories. Voilà, c'est simplement quelque chose, je crois qu'il faut constater à quel point, dans le fond, on a de la peine, d'une certaine manière, à sortir le nez de nos réactions quotidiennes. Alors, sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres sujets qui ont eu attrait hier, j'aimerais savoir si vous aviez peut-être des réactions. Alors, je voudrais tout de suite évacuer une question un peu moins philosophique et plus politique, au sens de police, la vie de la cité, la vie dans la cité. Hier, un des conférenciers, donc en parlant de la maltraitance animale, il a cité le cas de ces fameux abattoirs, donc où on faisait un peu de la barbarie. Il a dit donc les animaux, il faut les étourdir. Et alors il a dit une chose, c'est que il y a une exception, ce sont les abattages rituels. Alors la question que moi je pose, l'abattage rituel, c'est quoi? C'est égorger les animaux. Alors est-ce que là, finalement, il y a la maltraitance justifiée pour les exemples qui ont été donnés, et dans l'abattage rituel, il n'y a pas de maltraitance? Je ne comprends pas. Alors, bon, il y a un débat. Alors, bon, évidemment, ceux qui sont
en faveur de l'abattage rituel disent que égorger un animal n'est pas plus douloureux que de l'étourdir, d'autant que l'étourdissement n'est pas toujours extrêmement efficace. Je ne sais pas, ça c'est une question empirique. Cela dit, moi j'aurais tendance à penser que égorger c'est pire, mais enfin bon. En Suisse, l'abattage rituel est interdit. Interdit depuis les années 40, mais l'importation de viande cachère ou halal n'est pas interdite. Voilà, c'est la façon dont on a un peu résolu la question. Alors on peut se dire que c'est de l'hypocrisie. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi un moyen de ne pas tout bloquer, mais effectivement, le débat donc, a eu lieu dans les années 40. Je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là, c'était vraiment pour le bien-être de l'animal et pas plutôt dirigé contre les juifs ou les musulmans. Les motivations ne sont pas toujours très claires. Hein. Mais voilà, donc c'est un débat qui a eu lieu dans certains pays. Mais je pense que, alors effectivement, l'abattage rituel aujourd'hui pose certains problèmes éthiques. Donc ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être effectivement débattu sur la place publique. Tout en ménageant bien entendu les aspects culturels, mais il est nécessaire aujourd'hui au vu des connaissances que l'on a et au vu des techniques qui existent. Cependant, j'aimerais vous apporter un éclairage différent qui, moi, je dois avouer, ne m'avait jamais traversé l'esprit et qui m'a été expliqué par une personne de confession juive et à qui justement j'ai interrogé la pertinence de l'abattage rituel. Alors dans la tradition juive, il est noté qu'a priori, en tout cas à l'époque, puisque ce n'est pas la même époque, et ce qui est problématique, c'est de transposer ça à l'époque actuelle, et a été quand même discuté la rapidité d'exécution de l'animal. Ça, c'était donc dans les prérogatives idéologiques de départ. Mais il m'a dit quelque chose qui, moi, m'a quand même fait réfléchir, et me fait encore réfléchir aujourd'hui. Il m'a dit, mais surtout, à l'époque, ce qui a motivé l'abattage rituel, c'était pas tant, c'était effectivement en partie comment faire pour que ça occasionne le moins de souffrance possible, même si ça en occasionnait souvent, mais c'était aussi en pensant à celui qui allait faire l'abattage. C'est-à-dire, c'était de mettre du sens, c'était de mettre du rituel sur le fait de tuer un animal, et c'était le fait aussi de protéger la personne qui allait réaliser l'abattage, l'égorgement ou l'abattage du bovin ou de l'animal en question. Ça a été pour protéger celui qui allait le faire de l'exposition à cette brutalité, de l'exposition à ce caractère très violent que peut représenter le fait de tuer un animal. Donc c'est vrai que renverser le problème en se disant que l'abattage rituel, certes, il a peut-être été au départ été fait peut-être pour essayer de limiter certaines souffrances, mais ça aujourd'hui c'est très 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 discutable, puisque aujourd'hui il existe des techniques beaucoup plus efficaces, mais qu'à l'époque, on se concentrait aussi sur le bien-être de l'être humain, et notamment de l'individu qui était amené à égorger l'animal, pour que ce soit le moins traumatique pour lui, ou qu'en tout cas ce soit peut-être ça occasionne le moins de violence ou de brutalité. J'entends bien le bémol, je vous apporte juste un élément d'explication. Une fois de plus, ce qui pose un très gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe d'autres techniques, parce qu'on a d'autres connaissances de l'animal, on sait comment l'animal souffre, on arrive à déterminer si l'animal continue à souffrir, même s'il ne témoigne plus extérieurement de signes de souffrance. Donc aujourd'hui, on a accès à des informations différentes, et il est nécessaire que l'on prenne cette question et que l'on l'adapte à aujourd'hui. Mais c'était juste pour dire que aussi dans les religions, puisqu'on a parlé des religions à plusieurs reprises, la religion, c'était aussi pour donner du sens. C'était pour donner du sens à un acte qui, lorsqu'il est perpétré sans y mettre aucun sens, et qu'il est répété toute la journée par des individus, peut occasionner aussi à l'échelle de l'individu, à l'échelle de sa famille et à l'échelle d'une population, pourquoi pas, un rapport à la violence qui est particulier. Juste rapidement, je crois qu'il faut beaucoup respecter les traditions religieuses, spirituelles, tout ce qu'on veut, mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans l'intelligence humaine, dans l'intelligence religieuse, qu'on ne soit pas capable de s'adapter, comment dire, c'est ce que vous avez dit, c'est contestable aujourd'hui avec les nouvelles techniques qu'on a, etc., mais que ces traditions religieuses ne soient pas capables de considérer ce qui est vrai à un moment donné. C'est vrai que les religions ont un côté très conservateur, hein. Surtout nous on connaît les monothéismes ici, pour lesquels il y a une révélation dans le passé,
et qui, de ce point de vue-là, c'est assez proche d'enfants. Si vous regardez dans l'Antiquité, nous, depuis le XVIIIe siècle, on pense que ce sera mieux plus tard, hein, que l'avenir sera plus ou moins radieux. Bon, maintenant, on est en train d'avoir des inquiétudes, mais j'entends pendant 2 siècles, en tout cas, c'était l'idée de progrès. Ce n'est pas du tout la vision ancienne. La vision ancienne, c'est qu'il y avait une révélation où il y avait un âge d'or dans le passé, dont on a déchu. Et même les philosophes grecs qui ne sont pas des monothéistes, hein, comme Aristote, parlent de l'âge d'or, qui était évidemment de la mythologie, mais il y a cette idée que c'était mieux avant, donc, et que d'une certaine manière, on a presque perdu des connaissances par rapport au passé. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, il ne faut surtout pas changer, il faudrait plutôt essayer de retrouver des racines, des choses de ce genre-là. Et ça explique, je crois, une certaine inertie, pour ne pas dire plus, des religions, pas de toutes les religions, hein, comme vous avez pu juger. Par exemple, il est clair que, pour dire les choses un peu rapidement, l'Église catholique est beaucoup plus conservatrice que les églises protestantes. Hein. Certains disent que le protestantisme est la seule église chrétienne qui est soluble dans la modernité, c'est-à-dire qui peut s'acclimater dans la modernité et dans les libertés individuelles. Parce que c'est vrai, pour prendre un exemple très simple, l'accent sur les libertés individuelles qui est si important pour nous, c'est quelque chose qui est hors du radar pendant des siècles de christianisme. Donc si vous prenez la question de l'euthanasie, hein, qui est débattue depuis les premiers siècles, hein, dans l'Église catholique, et qui signifie bonne mort au départ, hein, eh bien, quand ils discutent de l'euthanasie, les théologiens, ils ne se demandent jamais si le patient, admettons, l'a demandé ou pas. Ils se demandent simplement si c'est direct, indirect, passif, actif. Le jugement moral porte uniquement sur les caractéristiques de l'acte, mais le sujet est laissé complètement de côté. Le sujet rentre à partir du XVIIe siècle et maintenant on ne pose plus du tout la question de cette manière-là. Peut-être actif ou passif, direct, indirect joue encore un léger rôle, mais ce qui joue le rôle le plus important, c'est est-ce que le patient donne son consentement ou pas, demande ou pas, etc. Vous voyez, donc là, il y a eu vraiment un très très grand changement à partir je pense, de la modernité, où on accorde sans doute moins d'importance à toute une série de rites ou de traditions et plus d'importance, en fond, à l'individu et au progrès des connaissances. Alors, dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, il va y avoir dans un premier temps une table ronde qui est intitulée « Le genre est-il à géométrie variable ?» Cette table ronde est une table ronde qui va parler du genre dans la société. Hein, vous savez que c'est quand même quelque chose qui fait débat aujourd'hui. Il y a des gens pour qui le genre ne pose pas de difficulté. Ils naissent garçons, ils naissent filles et ils se sentent hommes ou femmes. Et il y a des situations dans lesquelles c'est singulièrement différent, puisqu'il y a des personnes de sexe masculin ou de sexe féminin qui ont une identité différente au cariotype, ou alors une identité différente au phénotype, c'est-à-dire aux caractéristiques, aux organes génitaux externes, par exemple. Là aussi, on est toujours dans une évolution, dans une progression de nos connaissances. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était quelque chose qui de toute façon était parfaitement inconnu, enfin inconnu, pas pour les gens qui avaient cette perception différente de leur corps, mais à l'échelle de la société, c'était quelque chose qui n'était ni accepté, ni même audible. Et puis, au fur et à mesure du temps, les connaissances aidant, la perception de ces personnes s'améliorant, on objective aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'identité sexuelle qu'on a bien voulu leur conférer à la naissance. Et plutôt que d'être dans le déni, plutôt que d'être dans la contradiction, plutôt que d'être dans la pathologisation, c'est-à-dire en disant ben, c'est pas normal, donc c'est qu'il y a une maladie ou quelque chose comme ça, eh bien on accompagne parfois ces personnes justement à être plus en adéquation. Mais ça pose tout de même la question, une question bioéthique, qui n'est pas une question morale, parce que bien entendu c'est ni mal ni bien. Je veux dire, ce sont des gens qui ont une identité qui est telle qu'elle est pour des raisons variables. Alors après, est-ce qu'il y a des implications psychiques, est-ce qu'il y a des implications endocriniennes, est-ce qu'il y a des implications environnementales? C'est des choses qui peuvent être discutées, mais ça c'est valable pour tout un chacun, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, l'objectif de cette table ronde, c'est pas de débattre de ces personnes, c'est de débattre de l'intégration, de débattre de la manière dont la société va accompagner ce qu'ils appellent de temps en temps une transition, c'est-à-dire le passage d'un sexe sur la carte d'identité à un sexe qui correspond mieux à leur identité profonde. Et donc voilà, ça sera cette première table ronde. La deuxième table ronde de la journée, ça sera sur les addictions.
Donc aucun rapport. L'addiction, mais l'addiction qui est quand même un modèle intéressant de déclinaison de la thématique de mon corps est à moi. Puisque typiquement, moi je suis médecin, je vois souvent des patients qui présentent des addictions, mais on en voit tous autour de nous, des gens qui fument, des gens qui consomment de l'alcool, des gens qui consomment d'autres drogues. Et puis aujourd'hui, en plus, ces addictions, on sait qu'elles vont plus loin. Il y a l'addiction à la pornographie, à l'addiction aux écrans. Alors ça aussi, est-ce que c'est vraiment des addictions ou pas? On sera amené à en discuter. Mais ce sont en tout cas des situations singulières dans lesquelles on a l'impression qu'il y a une distance qui s'opère entre la personne qui se sent être maître de son corps et puis le fait qu'en fait elle n'est pas tout à fait maître de son corps, puisque l'addiction justement va venir lui donner l'illusion qu'il est maître de son corps, alors qu'en réalité son corps va réclamer à son insu des substances, des attitudes ou des comportements. Donc on en discutera avec des addictologues et également avec un sociologue. Ensuite il y aura une table ronde sur les maladies psychosomatiques. Alors là on est toujours dans cet écartèlement, on va dire, entre l'impression qu'on est aux manettes et le fait qu'il y a d'autres paramètres qui viennent intervenir et qui viennent nous dire on n'est pas toujours tout à fait aux manettes. Donc là, moi, c'est une intervention dans laquelle j'interviendrai également. Et la troisième table ronde, celle du soir, ça sera sur la question du consentement sexuel, puisque là aussi, c'est un débat qui est très politique, c'est un débat qui s'est installé dans la sphère médiatique aussi, avec le hashtag MeToo, etc. Et c'est aussi une question bioéthique, parce que c'est aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est que le consentement. On est vraiment aujourd'hui, dans les 3 tables rondes que l'on va proposer, on est dans cette observation plus microscopique du lien qu'il peut y avoir entre soi et soi-même. C'est comme ça que je pourrais un petit peu les déterminer. Et ça me fait penser à un terme qu'on a utilisé tout au long du forum et que moi j'affectionne tout particulièrement, c'est ce terme de gradient. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de très loin, on voit 2 points différents. Parce que le contraste est suffisant. Plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait d'un point à l'autre, on est dans l'impossibilité de distinguer le gradient qui va du noir au gris clair, par exemple. Et que c'est justement en allant au plus près de ces questions, en allant au plus près des personnes qui ont une discordance dans leur identité sexuelle, on va dire, administrative, et leur identité sexuelle intime. Pareil pour les gens qui sont dans une addiction, ce gradient qu'il y a entre l'impression que la volonté peut quelque chose alors que peut-être que la volonté n'y peut rien et qu'il y a d'autres mécanismes et donc d'autres prises en charge qui doivent être proposées. Pareil pour les maladies psychosomatiques et pareil pour le consentement sexuel. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu les thématiques de la journée et peut-être recueillir vos impressions, peut-être vos questions, ce que vous attendez, si vous trouvez que les débats sont pertinents ou pas. Voilà, ça c'est... Oui, alors moi j'étais hier à la première conférence du matin sur où est mon corps quand je ne suis plus là. Oui. Bon, je dois dire que là je suis un peu restée sur ma faim parce que on a parlé, à part le premier intervenant qui a quand même abordé la chose. Bon, les autres ont parlé de dons d'organes, différentes choses et voilà. Oui. Bon, disons que moi, je sais toujours. Oui. Quand je suis sortie de la conférence, je me suis dit c'était courageux de lancer ce thème, mais quelque part, je n'ai pas eu de réponse. Oui. Quelle était votre question précisément? Oui, où sommes-nous quand on n'habite plus notre corps? Voilà. Et si je veux continuer, peut-être, je trouve que tous les débats et l'idée de ce forum, je trouve ça une chose magnifique. Oui. Alors j'aurais une petite demande à faire, parce que je trouve que, comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de médecins, ça, j'ai rien du tout, mais je trouve qu'il manque un côté. Il y a beaucoup la médecine allopathe est très présente, mais les autres médecines, elles sont bien absentes. Et pourtant, elles existent. Alors, je suis très content que vous posiez la question. Cet après-midi, je pense que je serai amené à évoquer cette question-là.
au-delà de ce que vous dites, j'entends bien la demande que je vais essayer aussi de traduire différemment. Non pas que vous ne l'ayez pas bien dit, parce que je ne le ferai pas mieux que vous, mais avec des termes peut-être plus génériques. On est très matérialiste, on va dire. On s'intéresse beaucoup effectivement au corps. Du coup, l'esprit il se situe, voilà. Et c'était un peu la réflexion que j'ai faite aussi hier sur une des tables rondes, c'est de dire, oui, on parle beaucoup de physique, on parle peut-être moins de métaphysique. Et moi, j'avais prévu de poser une question, parce que c'est moi qui animais la table ronde hier sur où habite-t-on quand nous ne sommes plus dans son corps. Enfin, vous mettrez les mots dans l'ordre. Et j'avais prévu de leur poser la question, pensez-vous qu'il existe des réponses non scientifiques à cette question? Alors quand j'avais envoyé aux différents orateurs le schéma des questions que je pouvais être amené à poser, ça ne les a pas mis spécialement mal à l'aise, mais ils m'ont dit ça viendra probablement du public. Une manière de dire quand même que ce n'est pas forcément les sujets sur lesquels ils sont le plus à l'aise. Et il est vrai, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter, qu'il y a des questions d'ordre métaphysique dans lesquelles, étant donné qu'on n'a absolument aucune manière de prouver quoi que ce soit, en quoi mon avis sera-t-il plus pertinent que l'avis du monsieur d'à côté ou de la dame d'à côté ou des 7 milliards d'autres personnes. C'est-à-dire ce sont des questions qui sont très intimes. Alors peut-être qu'il faudrait faire même une table ronde sur ça, vraiment, ou même un forum uniquement sur la question du lien entre la physique et la métaphysique. Et ça serait probablement tout à fait réjouissant. Je ne sais pas si on aurait beaucoup de monde à chaque rendez-vous, mais en tout cas ce serait probablement intellectuellement très stimulant. Cependant, oui, alors sur les questions des médecines alternatives, moi, je peux avoir un avis, professeur Berti probablement aussi, donc je peux être amené à vous le donner, mais je pense que je ne vais pas faire de teasing, mais j'en parlerai cet après-midi dans les maladies psychosomatiques. Mais il existe de nombreuses autres approches thérapeutiques. Ces approches thérapeutiques, elles sont très intéressantes, mais il faut pouvoir les discuter, il faut pouvoir les mettre en perspective avec ce qu'on appelle l'effet placebo, il faut pouvoir les mettre en perspective avec ce que c'est que la santé, avec ce que c'est que la médecine, avec ce que c'est que le symptôme, avec ce que c'est que le psychisme, voilà. Mais par contre, après, c'est vrai qu'on aurait envie de se poser la question, de dire, bon ben voilà, je ne suis plus dans mon corps, alors où suis-je? Est-ce que je suis au paradis? Est-ce que je flotte au-dessus de mon corps? Est-ce qu'il y a un cordon qui relie l'esprit au corps? Enfin, toutes ces questions qui ont animé les débats philosophiques depuis l'Antiquité, et certainement depuis longtemps avant encore. Mais il est vrai que c'est plus difficile à mettre en forme. Oui, peut-être un lien pourrait être fait, enfin si c'est un lien... Les neurologues, enfin les neuroscientifiques, plus que les neurologues, parce que ce n'est pas de la médecine, évidemment, sont intéressés à l'expérience spirituelle. Puisque si on a une expérience spirituelle, il se passe quelque chose dans notre cerveau. Et ça a été fait, bon, c'est assez facile. Ils ont demandé à des moniales dominicaines, je crois, et à des moines bouddhistes, pour prendre deux traditions, ils ont mis alors je ne sais pas si on utilisé un IRM ou un ECG, mais enfin ils ont enregistré ce qui se passait dans leur cerveau et ils leur ont dit quand vous entrez en état de contemplation, vous nous le dites. Et puis évidemment on regarde. Et effectivement on a remarqué qu'il y a une certaine zone du cerveau, la zone AAO, qui s'active dans ces cas-là. C'est une zone qui fait... Enfin c'est très difficile de dire ce que font les autres, parce que tu sais ça bien mieux que moi, mais... Les zones font évidemment plusieurs choses, sont impliquées dans toute une série de choses. Là, c'est une zone qui est aussi impliquée dans la façon de se déplacer dans l'espace. Alors voilà, disons, c'est juste... je ne sais pas quel est le lien entre les deux, mais ce qui est un peu... Alors là, où ça devient un petit peu cocasse, ou je ne sais pas comment il faut voir les choses, c'est qu'il y a un Canadien qui s'est dit, mais dans le fond, si... quand on a une expérience, entre guillemets, mystique, ça excite cette zone-là, on pourrait exciter cette zone pour, à l'envers, créer des expériences mystiques. Et il a créé, paraît-il, qui est en vente sur Internet, un casque de cognition spirituelle que vous mettez et qui vous donnerait des expériences de ce genre-là. Je n'ai jamais testé ce genre de choses parce que ça ne m'apparaît pas particulièrement intéressant. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des études quand même. Évidemment, ces études, elles ne vont rien prouver parce que c'est normal que l'expérience soit réelle ou non, c'est-à-dire que ce soit une illusion que l'on crée nous-mêmes ou qu'il y a une influence extérieure, de toute façon, elle va se matérialiser dans le cerveau. Donc ça ne rend pas la question plus décidable d'examiner ce qui se passe dans le cerveau. Par contre, évidemment, c'est toujours intéressant de voir ce que les expériences donnent. Et on sait par exemple que certaines épilepsies pariétales donnent des impressions
qu'on entend des voix, qu'une puissance supérieure nous parle, etc. Et les mauvais esprits prétendent que c'est ce qui est arrivé à Saint Paul sur le chemin de Damas, qu'un enfant il avait juste une crise d'épilepsie pariétale, et je crois que pour Mahomet on a aussi entendu le même genre de choses. Voilà, bon. Mais là de nouveau, enfin j'entends, évidemment, les interprétations sont biaisées, parce que ceux qui voient une crise d'épilepsie sont des gens qui sont par définition non-croyants, et puis ceux qui disent non, parce qu'il y a des discussions là autour. Hein. Non, ce n'est pas une crise d'épilepsie, parce que d'abord, ça ne s'est pas reproduit plusieurs fois, et puis ensuite, ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Vous voyez, les débats se font là autour, mais d'une certaine manière, chacun arrive avec son point de vue et repart avec son point de vue. Je vais vous laisser la parole, mais moi, je pourrais vous parler pendant 6 heures d'épilepsie, en vous donnant des symptômes, des choses tout à fait, complètement surprenantes. Je vous donnerai peut-être un exemple. Mais je crois que ce qui est important, c'est de distinguer peut-être 2 concepts philosophiques. C'est d'un côté le matérialisme, et de l'autre côté, l'idéalisme, hein, si je ne dis pas trop de bêtises, ou spiritualisme. Et je pense que, en tout cas en bioéthique, on se doit de respecter les deux, évidemment. Mais la prise de parole, elle est plus difficilement justifiable dans le spiritualisme, puisque le spiritualisme va être extrêmement variable d'une personne à l'autre. Mais la question que vous avez abordée, elle est essentielle, et elle est difficile, et je vous promets qu'on va y réfléchir, parce que c'est un manque, et qu'il faut pouvoir parler notamment des médecines alternatives. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, les médecines alternatives, sur lesquelles j'ai un avis très singulier, mais d'abord, premièrement, ce n'est pas forcément l'avis de la collectivité, donc je ne vais pas le donner moi, parce que ça va être amplifié par rapport à ce que dirait quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est un avis qui est directement associé aux patients et au bien-être des patients et à mon expérience. Donc là aussi, on n'est pas, chacun a une expérience différente, et puis parfois, les médecins, alors pourquoi c'est les médecins qui parlent? Parce que les médecins, ils ont l'observation des expériences de plusieurs patients. C'est pas que les médecins sont meilleurs, pas du tout. Souvent, bien au contraire, c'est juste que chacun individuellement va dire, ben voilà, moi par exemple, j'ai fait appel à un coupe-feu, et puis ça marche, quoi. Je veux dire, et puis le médecin, lui, va voir une série de 10, 20, 100, 30, 1000 patients qui vont aussi avoir accès à des approches alternatives différentes, et il va parfois pouvoir essayer de tirer une efficacité statistique de ces expériences-là. Mais les expériences-là, elles sont toujours individuelles, et donc on est effectivement, mais par contre, je vous promets qu'on va y réfléchir, parce que vous touchez du doigt quelque chose qui est parfaitement vrai, votre remarque est tout à fait pertinente, mais c'est très difficile à mettre en forme. Madame ? Oui, moi, vous m'avez fait penser, professeur Berchi, aussi à Thérèse d'Avila. On est surtout toujours encore très débattu. Alors là, on pense plutôt à un sens sexuel quand on parle de ces extases, mais c'est un petit peu le même principe. Et je n'ai pas pu assister à cette conférence d'hier, ce que je regrette. Je voudrais savoir si les paralysies du sommeil avaient été évoquées. Alors non, mais moi je peux l'évoquer parce que c'est quelque chose que je connais bien. Alors pourquoi est-ce que les paralysies du sommeil seraient évoquées? Alors les paralysies du sommeil, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas, c'est un état de conscience qui est un peu particulier, qui est souvent apparaît plutôt en fin de nuit, qui peut être favorisé par tout un tas de circonstances, par des médicaments, c'est ce qu'on appelle une parasomnie. Et en fait, c'est un éveil, c'est-à-dire qu'on est réveillé, nous sommes réveillés, on a conscience d'être réveillé, mais par contre, on est encore dans la phase du sommeil, notamment la phase de sommeil profond dans laquelle les muscles ne peuvent pas répondre. Donc c'est une période qui peut durer le plus souvent, enfin moi je sais que j'en ai déjà fait l'expérience plusieurs fois, mais je savais ce que c'était, donc j'étais tout à fait en mesure de me dire c'est une paralysie du sommeil, donc on se réveille, mais par contre on est dans l'incapacité de bouger, parce que tout simplement on a encore la transmission motrice qui est abolie du fait de la physiologie du sommeil. Donc c'est une espèce de dissociation du réveil, c'est ce qu'on appelle un réveil dissocié, où il y a un éveil cortical, mais il y a encore une impossibilité de bouger. Donc c'est très angoissant. Moi, mon expérience personnelle, c'est que ça ne m'a pas du tout angoissé, parce que j'étais déjà interne en neurologie, et que j'ai plutôt trouvé ça chouette, parce que je me disais, tiens, j'ai pas peur, je sais ce que c'est, mais par contre, pour les patients qui le rapportent, ça peut être très angoissant, et certaines viennent nous voir en nous disant, j'ose même pas, j'en ai pas parlé à mon médecin, mais c'est hyper bizarre, et ils nous racontent ça, et alors on leur donne une grande tape dans le dos, on leur dit, vous inquiétez pas, ça m'arrive, ça arrive à beaucoup de monde, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Peut-être que je réponds pas à votre question. Si, mais ce sont des éléments que je connaissais déjà, mais du coup, si je peux me permettre, comme vous connaissez, semble-t-il, très bien le phénomène, je voudrais savoir dans quelle proportion, parce qu'on parle beaucoup de ces états d'angoisse, j'entends beaucoup ça, dans quelle proportion est-ce que vous voyez des patients qui, au contraire, vivent un état absolument extatique?
Au moment du réveil dissocié, vous voulez dire? Non. Dans ces phénomènes de paralysie du sommeil qui s'accompagnent d'une impression de sortie du corps, Oui. que d'aucuns appelleraient voyage astral, si on est un petit peu plus dans la mystique, mais enfin si on reste vraiment dans le biologiquement correct, n'est-ce pas, des phénomènes hallucinatoires, extrêmement impressionnants, mais sans état d'angoisse, avec au contraire un phénomène extatique. Alors en fait, ce qui se déroule, c'est que ce réveil dissocié peut se produire à différents moments du sommeil. D'accord? Et il y a des moments, alors on a tendance à dire qu'on l'on rêve essentiellement au moment du sommeil paradoxal. C'est un sommeil particulier qui a lieu quelques minutes par nuit, répété plusieurs fois par nuit, qui est un moment où les muscles sont totalement relâchés. On a une atonie musculaire totale et on a des mouvements rapides des yeux. C'est ce qui a été décrit comme étant le REM, le Rapid Eye Movement. Donc c'est vraiment le moment du sommeil où c'est pas le seul moment où on rêve, parce qu'on rêve à d'autres moments du sommeil, mais c'est le moment où les rêves sont les plus fantasmagoriques, je dirais. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment où, quand on fait des rêves dont on se souvient parce qu'ils sont émotionnellement très forts, c'est souvent des rêves qui appartiennent à cette partie-là du sommeil. Alors que pendant le reste de la nuit, on fait souvent des rêves dont on ne se souvient pas parce qu'ils sont beaucoup moins marquants et parce qu'il y a un écran qui se met en place avec des mécanismes, pour le coup, qui sont à la fois du ressort de la neurologie, mais aussi du ressort de la psychologie. Et donc, il est vrai que lorsque ce réveil se dissocie au moment notamment d'un moment du sommeil paradoxal, alors à ce moment-là, il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir souvent une sensation de bien-être, souvent une sensation de bien-être sexuel. Chez l'homme, par exemple, mais chez la femme également, je ne sais même pas pourquoi je dis chez l'homme, il y a des phénomènes d'érection, donc ça peut être l'érection du pénis ou du clitoris chez la femme. C'est un moment particulier où effectivement on peut retrouver cette sensation d'extase parce que c'est un moment du sommeil un peu particulier. Et tout dépend du moment où il y a cette dissociation entre l'éveil et le sommeil qui s'opère. Et si c'est un moment effectivement plutôt en fin de nuit, qu'on est plutôt dans du sommeil lent profond, eh bien on va se réveiller et on ne va pas forcément avoir cette sensation d'extase. Et à ce moment-là, on est plutôt dans la réalité que dans le rêve, que dans l'onirisme. Et à ce moment-là, ça peut être angoissant. Et effectivement, si on se réveille plutôt au moment où on est dans un phénomène onirique, par exemple, eh bien la perception peut être différente. Mais il est vrai que ce n'est pas la forme la plus classique du mécanisme de ce que vous avez décrit là, puisque les réveils dissociés habituellement s'opèrent plutôt dans une phase de sommeil où on n'est pas en plein rêve, mais c'est des choses que l'on voit effectivement assez couramment aussi. Après, ce qui va être très différent, c'est qu'on va se réveiller et on va décrire des choses différentes. Moi, j'ai des patients souvent qui me décrivent j'ai vu des choses, j'ai vu des hallucinations, mais j'étais pas très angoissé, j'étais plutôt pas mal. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, et ça, je pense que là-dedans, il y a une expérience de culture, qui vont décrire plutôt des phénomènes extatiques. Et là, l'extase est un terme très emprunté à la culture religieuse et qui sous-entend un certain nombre de choses, parce que tout simplement, à partir du moment où on est éveillé, eh bien, on va intégrer à sa perception tout son filtre culturel, tout le passé intellectuel que l'on a, de sa famille, de ses croyances, et donc du coup, ça donne une perception psychique différente et ça va donner une couleur différente à l'épisode dont vous parlez. Mais ce sont des choses qui effectivement sont connues. Après, au-delà de ça, c'est toujours difficile comme ça de donner un avis sans connaître les antécédents, sans connaître l'histoire, etc. Des sensations d'extase, des sensations de jouissance, c'est des choses qu'effectivement on peut retrouver chez des patients. Alors l'épilepsie dont a parlé M. Berchi est quelque chose pour les médecins, et même moi, quand je fais cours aux étudiants, quand je faisais cours aux étudiants sur l'épilepsie, c'est toujours un moment qui est très fort et très passionnant parce que l'épilepsie a cette caractéristique de venir allumer un bout du cerveau. Donc c'est vraiment pour ce qu'on appelle l'analyse sémiologique, c'est-à-dire l'analyse des signes cliniques, où c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est comme si d'un seul coup, on pouvait dire dans telle région, ça va provoquer tel phénomène. Donc hier, pendant la conférence, j'ai un petit peu donné cette expérience de la NDE, la Near Death Experience, qu'on pouvait faire NDE, NDE on, NDE off, NDE en fonction du bouton de stimulation qu'on utilisait. Et tout ça pour dire qu'effectivement, certaines zones du cerveau peuvent être amenées à provoquer des sensations. Mais une fois de plus, là où il ne faut pas déborder, c'est qu'il y a des éléments il y a des éléments métaphysiques propres à chaque individu sur lesquels on pourra de toute façon donner toutes les explications scientifiques. Ça ne sera de toute façon pas satisfaisant. Mais juste pour vous donner encore un exemple, un exemple parmi tant d'autres. Moi, je connaissais une famille
moi j'ai l'habitude de poser, à la fin de mon interrogatoire, de toujours poser la question suivante, enfin toujours, de souvent poser la question suivante, est-ce que vous avez parfois des choses, mais ça vous gêne tellement que vous n'en avez jamais parlé à aucun médecin, mais vous savez, vous êtes avec un neurologue, vous pouvez dire les choses tranquillement. Et c'est comme ça qu'on a posé un diagnostic d'épilepsie focale très particulière sur 2 générations, puisque c'était une famille dans laquelle il y avait un don de, disait-on en tout cas, un don de médium, c'est-à-dire de percevoir des éléments liés à l'avenir. Et on a pu mettre en évidence, et c'est un cas qui avait été publié, dans lequel effectivement cette sensation de décorporation, cette sensation de ce qu'on appelle classiquement en médecine le déjà vu, déjà vécu, parfois très intense, correspond à des phénomènes épileptiques. Et ça, le déjà vu, déjà vécu, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans les épilepsies temporales. Et ça, moi, j'en dépiste une fois tous les 2 mois régulièrement chez des patients. Et c'est vraiment des choses, quand on leur dit, c'est marrant parce que moi, ça fait des années que ça m'arrive et j'ai jamais osé en parler. Et puis c'est parce qu'un jour, ils vont faire une crise d'épilepsie beaucoup plus forte qu'on va réussir à mettre en évidence le point de départ de l'épilepsie, qui est une épilepsie beaucoup plus focale. Voilà. Mais là, une fois de plus, on est en train de faire de la mécanique, c'est-à-dire on dit, l'individu, il a un cerveau, on n'est pas des robots, d'accord ? Il y a des choses qui nous échappent. La médecine et la science est aussi une croyance. Donc moi, je vous donne des éléments avec ce filtre de perception qui est la croyance dans les sciences ou la croyance dans la mécanique, mais pour d'autres personnes, ça peut avoir d'autres significations. Mais en tout cas, c'est vrai que ça illumine quand même d'un jour un peu nouveau certaines questions. Voilà, je crois qu'effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, là pour des expériences entre guillemets mystiques, mais dans le fond, si on active une partie du cerveau, on obtient des phénomènes assez étranges. Alors, le cas classique, c'est pour les épileptiques, quand on leur met donc des électrodes dans le cerveau pour essayer pour arrêter, pas les épileptiques, les parkinsoniens, pour arrêter les tremblements. Et selon l'endroit, évidemment, comme tous les cerveaux sont différents, selon l'endroit où les électrodes sont placées, il y a des phénomènes vraiment étranges où j'ai vu un petit film à une époque où on filmait les patients, franchement, sans vraiment tenir compte de leur vie privée. Et voilà, exactement. Tout d'un coup, une personne se met à pleurer, à parler de suicide, etc. Une personne qui n'était pas du tout dépressive. Et au moment où on arrête, elle dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai dit ?» etc. Et d'autres, c'est le contraire. Ils deviennent hypomaniaques. L'autre disait, tout d'un coup, se met à taper sur le dos de son médecin « Salut Louis, comment tu vas ?» etc. Puis après, on arrête, puis il dit « Mais excusez-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» etc. Donc, c'est des questions qui ont un impact métaphysique parce que ça nous pose quand même une question sur le contrôle de soi, sur le libre arbitre, etc. Mais on se rend compte que le cerveau est une machinerie extrêmement complexe et que quand il se met à, entre guillemets, dysfonctionner, il se passe vraiment des phénomènes étranges. Après, il faut simplement pas toujours tirer toutes les conclusions parce que sinon, on ne faut pas donner l'impression qu'on sait tout. Mais c'est vrai que en tout cas, quand on pratique ça régulièrement, on remet en question certains éléments qui sont plutôt d'ordre métaphysique. C'est pas pour autant, ça reste une expérience qui est personnelle. Mais c'est vrai que c'est valable sur les maladies de Parkinson, c'est valable dans quasiment toutes les maladies neurologiques, et c'est valable aussi dans le vieillissement, où on voit que, moi je vois les patients changer, je vois les patients changer de goût, je connaissais une patiente qui a totalement changé de goûts musicaux après un accident vasculaire cérébral. Les patients parkinsoniens, parce que c'est une maladie qui affecte une région un peu particulière, dans lesquelles on donne des médicaments dont on dit attention, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir du désir sexuel plus fort, et les gens nous regardent parfois un peu bizarrement, et puis parfois après, c'est le conjoint ou la conjointe qui vient nous voir en disant là, il est sympa votre médicament parce qu'il marche bien, mais ça peut plus tenir à la maison parce que les demandes sexuelles sont beaucoup trop importantes. Donc des choses qui peuvent sembler être l'apanage de quelque chose de métaphysique, peut dans certaines circonstances se mettre en lumière dans certaines pathologies. Après, au-delà de ça, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans le public? Au fond, je vois qu'il y a on a les habitués devant qui ont l'habitude de poser des questions. Mais non, mais allez-y. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Madame à propos de cette conférence d'hier. Où suis-je quand je ne suis plus dans mon corps, hein? Enfin, pour moi, le premier réflexe, c'est un réflexe métaphysique. Hein? Où suis-je? Mais je me demande si, alors à ce moment-là, il aurait fallu inviter aussi un représentant d'un courant spiritualiste, ou j'en sais rien. Mais c'est-à-dire, en fait, je me demande si si le sujet n'est pas mal posé. C'est pas où suis-je,
mais qu'est-ce que je deviens quand je ne suis plus dans mon corps, hein? Et là, on se greffe là-dessus, toutes les problématiques de greffe d'organes, de donner son corps pour la sauce, etc. Hein? Et je crois que je me demande si beaucoup de gens n'ont pas été un petit peu, comment dire, n'ont pas très bien compris la réponse par rapport au titre de la conférence. Vous avez raison. Hein. On s'est dit aussi, mais un peu une fois que le programme était sorti, on s'est dit que le titre manquait un peu de clarté, donc je peux que vous donner raison. Grégoire Moutel avait changé le titre. Il avait dit « Où sommes-nous lorsque je ne suis plus dans mon corps ?» Et j'avais trouvé la distanciation intéressante personnellement, parce que finalement, lui partait sur, entre autres, le don d'organes, etc. Et le « nous » englobait la société par rapport à une individualité au départ. Et j'avais trouvé son changement de titre agréable. Je pense que c'était très, très juste pendant la conférence. Après, si on l'avait mis comme ça, comme tel, dans le petit tract qui a été distribué, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Non. Mais par contre, oui, la question, le choix des titres est important. Et d'ailleurs, il a été parfois un peu critiqué. Et le plus souvent, cette critique, elle donne lieu justement à quelque chose d'assez constructif, c'est-à-dire que pendant la table ronde, ça permet d'aller un peu plus loin dans la question. Notamment, c'était puis-je faire commerce de ma sexualité? Là aussi, on est revenu, ma sexualité, est-ce que c'est pas puis-je faire commerce de mon sexe? Puis-je travailler de mon sexe? Mais ça a donné lieu quand même à un éclaircissement, mais tout le monde savait à peu près de quoi il en retournait. Il est vrai que sur celle de où suis-je quand je ne suis plus dans mon corps, il y a un côté un peu mystérieux, mais on n'avait pas envie non plus de faire du sensationnalisme en disant venez, on va vous dire ce que c'est que les expériences de mort imminente et tout ça, parce que c'est au fond pas forcément ce qui nous intéressait le plus. Mais c'est vrai que ce choix a été fait. Bon, il est critiquable. Je suis tout à fait d'accord et il n'y a aucun problème. C'est parfois pas simple effectivement de trouver les mots à la fois pour essayer de faire en sorte que les gens aient envie de venir et qu'en même temps ça soit très clair, mais pas non plus chirurgical la manière dont on dit la thématique. Mais tout ça est parfaitement vrai. Si je peux faire une remarque, il y a une chose qui m'a gênée, pas spécialement dans cette table ronde-là d'ailleurs, entre autres quand il y a eu les pasteurs, rabbins, etc. Le corps sacré, oui. Oui, alors la conférence elle-même m'a beaucoup plu, mais c'est le déroulé que j'ai trouvé gênant, et je l'ai retrouvé hier dans une des conférences, quand deux des intervenants en viennent à faire un dialogue pour convaincre l'autre, entre autres le rabbin et le catholique, je dirais, pour simplifier les choses. Et c'est arrivé aussi hier, à un moment où deux cherchaient à se convaincre mutuellement, en oubliant complètement qu'autour, il y avait une salle. Bon, c'est moi qui animais le débat sur le corps sacré. Alors, je pense qu'ils n'essayaient pas de se convaincre, mais ils se sont mis à dialoguer et à renchérir l'un sur l'autre, effectivement, comme ils sont d'un naturel assez bavard, sans méchanceté, hein, c'est clair. Effectivement, il y a eu une certaine focalisation. Bon, c'est une expérience, j'entends, qui est assez stressante quand on anime, parce qu'on se dit, mais surtout que je leur faisais des signes comme de loin, mais ils ne voyaient rien du tout. Donc voilà, ce qui fait que on a dû supprimer la discussion, puisque sinon, ils étaient 5 hein, aussi. C'est ce qui fait aussi un peu la difficulté. Mais évidemment, il faut bien un représentant de chaque religion si on veut être équitable. Oui. Donc voilà, il y aurait peut-être y aurait-il fallu préciser que je précise plus le sujet pour les qui. Mais c'est difficile parce que d'un autre côté, j'aurais posé des questions et ils n'ont pas tous répondu. Donc voilà. Je pense que quel que soit le sujet, à partir du moment où ils commençaient à dialoguer, vous pouviez faire ce que vous vouliez. Et on avait le même problème hier où la dame du comité d'éthique, luxembourgeois, a commencé à parler. Monsieur Delfrécy a essayé vainement de l'arrêter. Elle avait un topo, fallait qu'elle aille au bout. Enfin, il y a un problème là, je dois dire. Et pour la table ronde sur les religions, c'est vrai que quand le dialogue interreligieux s'installe, on a un peu du mal. Il est suffisamment difficile. On se dit, on va peut-être pas tout de suite interrompre. Mais par contre, là, vous avez raison, c'est que dans la mécanique d'une table ronde, il y a différents éléments qui sont parfois de notre fait, parfois pas de notre fait. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font sortir le public.
qui font sortir le public de la table ronde. Il y a plusieurs choses, on en a identifié plusieurs. Il y a d'abord effectivement quand il y a un dialogue entre les personnes. Donc on essaye d'éviter ça. Et puis il y a aussi quand on sent qu'il y a une grande connivence entre certaines personnes de la table ronde, ou quand on se tutoie par exemple, d'un seul coup ça fait un peu sortir du champ le téléspectateur ou le spectateur qui a l'impression qu'il n'est plus vraiment, dans la pièce qu'il est en train de voir. C'est comme dans les sous-tenses de thèse de doctorat, c'est l'habitude de vous voyez le candidat, même si c'est un très bon copain. Ça fait des fois un peu bizarre, je suis d'accord avec vous. Mais là, je trouve ce que dit Madame était très vrai pour la conférence de la table ronde sur l'interruption volontaire de grossesse. Et là, c'était vraiment déplaisant. En fait, il y avait un duo entre docteur Buisson et le représentant de Vita. Et ça, je trouve que pour le public, ça a été très désagréable parce qu'on avait l'impression que c'était de l'entre-soi. Et nous, tout d'un coup, on ne comptait plus. Hein, et je trouve que, alors ça, de la part de l'animateur, c'est difficile d'éviter ce genre de procédé, surtout quand le sujet est très polémique. Voilà, une fois de plus, on peut que battre notre coulpe. Et non, mais oui, mais par contre, là, vous avez raison. C'est-à-dire, quand je dis battre notre coulpe, ne vous inquiétez pas, on va s'en remettre. Mais par contre, vous touchez du doigt quelque chose qui est vrai et quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début, c'est d'éviter l'entre-soi. Mais parfois, c'est difficile parce que ça déborde et d'un seul coup, pof, on y est. Et l'entre-soi, c'est fini pour le public. Ça y est, on sort. C'est comme quand on est au théâtre et que d'un seul coup, l'acteur ou l'actrice se met à balbutier. Mais d'un seul coup, on retrouve des gens qui sont sur scène en train de gesticuler dans tous les sens. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Là, parfois, ça peut être un peu pareil. Donc, c'est des choses qu'on évite. Après, sur une semaine de forum, il est évident qu'il y a des... Il est évident qu'il y a des... Oh, puis, c'est vrai, mais c'est aussi, il faut comprendre, c'est aussi naturel. Si la personne à côté de moi dit quelque chose que j'estime... énorme, je sais pas quoi. C'est très difficile de se dire non, on a envie immédiatement d'entrer. Mais c'est vrai que les soucis avec l'expérience, on apprend que au début, quand on est jeune, on se dit j'ai oublié de dire ça, j'ai pas tout dit. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. D'abord parce que les gens retiennent ce qu'ils retiennent et que de toute manière, on n'aura jamais tout dit. Donc c'est aussi une maturité de la part des intervenants, mais qui vient peut-être pas tout de suite et qui fait que parfois. Mais c'est vrai, parfois, il faut se retenir à la chaise pour pas intervenir par rapport à ce que dit la personne à côté de soi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je vous propose peut-être qu'on prenne un petit café, un petit verre de jus, et puis parce qu'après il faut quand même qu'on se dirige vers l'Aubette. Merci.